Le 1er juillet 2026, une députée propose d'ouvrir l'IA générative en classe 2 ans plus tôt et de faire payer ses fournisseurs pour financer la création. La France avait déjà réglé cette équation 41 ans plus tôt avec une taxe sur les cassettes vierges. Épisode IA à l'école, le rapport Calvez. Chapitre 1. Les 2 mesures qui comptent. Sur 26 recommandations, 2 seulement changent vraiment la donne et elles tirent en apparence en sens contraire. Le rapport est signé Céline Calvez, remis à l'Assemblée nationale le 1er juillet 2026 et il tient en 26 recommandations sur l'intelligence artificielle à l'école. La plupart sont des ajustements techniques, formation des enseignants ou achat de matériel. 2, en revanche, sortent du lot et elles résument à elles seules toute l'attention du texte. Ouvrir l'outil plus tôt aux enfants et le faire payer plus cher à ceux qui le vendent. La première ouvre l'usage pédagogique encadré de l'IA générative dès la classe de 6e, alors qu'aujourd'hui il faut attendre la 4e. L'autre demande de faire payer tous les fournisseurs d'IA pour financer la création, du côté des auteurs et des artistes. Chacune, jugée seule, aurait sa propre logique, presque évidente, mais réunie dans un seul rapport, elle dessine le portrait d'un texte qui n'a pas tranché entre 2 postures face à une technologie encore mal comprise. Apprivoiser l'outil au plus vite pour ne pas laisser les enfants seuls face à lui, ou d'abord faire payer ce qui l'abîme avant de lui ouvrir grand la porte. Il faut d'abord poser une précision qui change le poids de l'annonce. Un rapport d'information parlementaire ne crée aucune obligation par lui-même, il formule des recommandations que le gouvernement et le Parlement restent libres de reprendre, de modifier ou d'oublier. Ce que ce texte propose n'est donc pas encore une loi, c'est une doctrine qu'on met sur la table avec le risque qu'elle y reste. Les 2 mesures ne répondent pourtant pas à la même urgence. La première traite un problème pédagogique déjà visible dans les salles de classe, la seconde vise un problème économique bien plus difficile à régler à l'échelle d'un seul pays, puisque les fournisseurs d'IA visés opèrent depuis l'étranger et facturent leurs services sans jamais transiter par le fisc français au titre de cette activité précise. Coupler les 2 mesures dans un même rapport donne au texte un vernis de cohérence qu'il n'a peut-être pas encore dans les faits. Et c'est justement cette doctrine, prise dans son ensemble, qui mérite qu'on s'y arrête. Ouvrir plus tôt et faire payer en même temps, est-ce la façon la plus lucide de calibrer une technologie qu'on ne maîtrise pas encore, ou une manière de donner des gages aux 2 camps sans vraiment trancher pour aucun des 2 ? Un rapport d'information n'engage à rien sur le papier, mais il n'est jamais tout à fait sans conséquences. Plusieurs lois françaises récentes sur le numérique ont d'abord existé sous cette forme molle, une doctrine posée par un rapporteur, reprise 2 ou 3 ans plus tard dans une proposition de loi, une fois que l'opinion avait eu le temps de s'habituer à l'idée. Si le rapport Calvez suit ce chemin, ce sont ces 26 recommandations, et en premier lieu les 2 qui comptent, qui serviront de brouillon à la loi qui viendra. Chapitre 2. Pourquoi avancer l'âge ? Les enfants n'ont pas attendu la loi pour ouvrir l'IA sur leur tablette, et ce constat pèse plus lourd que n'importe quel argument pédagogique. L'argument le plus solide en faveur de la 6e n'est pas pédagogique, il est empirique. Selon l'Inspection générale de l'éducation, entre 80 et 90% des lycéens utilisent déjà un outil comme ChatGPT pour leurs devoirs, et chez les élèves de seconde, cette proportion grimpe à 90%. Le seuil légal actuel, la 4e, ne décrit donc plus rien de réel. L'usage a déjà glissé vers les classes plus jeunes, sans cadre ni formation, et sans qu'aucun adulte n'en ait choisi le moment. La députée Calvez formule, en creux, un constat que beaucoup d'enseignants partagent en salle des professeurs sans toujours le dire à voix haute. Interdire un outil que la moitié d'une classe utilise déjà en cachette ne protège personne. Cela déplace seulement l'usage hors de tout regard adulte. Encadrer plus tôt, c'est parier qu'un usage rendu visible se corrige mieux qu'un usage caché. C'est aussi un pari risqué. Personne ne sait encore mesurer ce que cette exposition précoce fera à des enfants de 11 ou 12 ans, un âge où les mécanismes d'apprentissage de la lecture et du calcul ne sont pas encore stabilisés. Le rapport avance sur un terrain que la recherche elle-même n'a pas fini de baliser. Et cette prudence rend le contraste avec un autre choix français d'autant plus frappant. Selon les textes officiels du ministère de l'Éducation nationale, la loi Blanquer a interdit le téléphone portable au collège en 2018 au nom du même souci de protéger une attention encore fragile. 8 ans plus tard, la même institution s'apprête à faire l'inverse avec l'IA générative, l'inviter en classe plus tôt plutôt que de la tenir à distance. La France n'a donc pas une doctrine stable face aux outils numériques qui entourent l'enfance, elle choisit au cas par cas, et ce choix-là mérite d'être justifié pour lui-même, pas seulement invoqué comme une évidence. Il y a enfin un argument d'équité que le rapport ne développe qu'en creux, mais qui pèse tout autant. L'enfant d'un foyer connecté apprend déjà à s'en servir bien avant la 6e, avec un abonnement premium et des parents à l'aise avec ces outils. Celui d'un foyer moins équipé attend, lui, que l'école fixe la règle.
règles. Interdire jusqu'à la 4e ne protège donc pas les enfants de façon égale. Cela protège surtout ceux dont les parents peuvent se permettre d'ignorer l'interdiction à la maison, et cela laisse les autres découvrir l'outil seuls, sans personne pour leur en montrer les limites. L'école publique reste, pour une partie de ces enfants, le seul endroit où quelqu'un pourrait leur montrer comment vérifier une réponse plutôt que de la recopier, comment repérer une erreur plutôt que de lui faire confiance par défaut. Retarder ce moment de 2 ans, ce n'est pas retarder l'usage, qui a déjà commencé sans autorisation, c'est retarder le seul apprentissage qui pourrait le rendre moins risqué. Chapitre 3. La cassette de 1985. Un support de reproduction qu'on ne pouvait pas interdire, une industrie culturelle à indemniser, la France a déjà vécu cette scène, presque au jour près. Selon le Code de la propriété intellectuelle, la loi qui institue la redevance pour copie privée en France date du 3 juillet 1985. Le rapport Calvez a été remis le 1er juillet 2026. 2 jours d'écart, 41 ans plus tard, presque jour pour jour. Le mécanisme de 1985 partait d'un constat très proche de celui d'aujourd'hui. La cassette audio permettait à n'importe qui de copier un disque acheté, personne ne pouvait empêcher ce geste à l'échelle d'un pays, alors l'État a choisi de taxer le support plutôt que d'interdire l'usage. Selon les chiffres publics de la commission qui gère ce dispositif, environ un quart des sommes collectées financent encore aujourd'hui des actions d'aide à la création, à la diffusion et à l'éducation artistique. Le prélèvement a suivi la technologie à chaque saut, les disques et supports enregistrables en 2001, puis les clés de stockage et les autres supports numériques à mesure qu'ils se généralisaient, sans qu'aucune de ces évolutions techniques n'oblige à réécrire la loi depuis le début. Voilà ce qui, dans cette histoire, se transpose à l'intelligence artificielle, un État qui choisit de faire payer l'outil plutôt que d'interdire l'usage, et qui accepte de réviser l'assiette de la taxe au rythme où la technologie change de forme. Mais voilà aussi ce qui ne se transpose pas si facilement. Une cassette copie une œuvre qui existe déjà, elle prélève une valeur identifiable, adossée à un ayant droit qu'on peut nommer. Rien de tel avec une IA générative, qui ne copie rien au sens strict, mais produit un texte ou une image nouvelle à partir d'un entraînement diffus sur des millions d'œuvres. Trouver l'équivalent du disque copié, pour calculer ce qu'un fournisseur d'IA doit à la création, est un problème que la loi de 1985 n'a jamais eu à résoudre. Ce n'est pas une difficulté théorique. Ailleurs, des maisons de disques et des agences de presse poursuivent déjà de grands fournisseurs de ces technologies devant des tribunaux, précisément parce que personne ne sait encore chiffrer la valeur d'une œuvre absorbée dans un entraînement, plutôt que copiée sur une cassette. Tant que ces procès n'ont pas produit de méthode de calcul stable, la contribution obligatoire que propose la députée Calvez reste un principe sans formule, une redevance copie privée sans le disque à mesurer. Cela ne rend pas l'idée mauvaise pour autant. La redevance de 1985 n'avait pas non plus de méthode de calcul parfaite le jour de son adoption. Elle a été ajustée et contestée plusieurs fois par la commission qui la gère encore aujourd'hui. Reste alors une question ouverte. Est-on prêt à ouvrir dès maintenant un mécanisme qu'on affinera avec le temps, comme on l'a fait pour la cassette, plutôt que d'attendre une précision qui ne viendra jamais avant de commencer? Chapitre 4. Le sanctuaire qui doute. Des cours sans IA, à l'image des maths sans calculatrice. L'idée séduit, mais personne ne sait encore comment vérifier qu'elle est respectée. La députée recommande aussi de sanctuariser des temps d'enseignement sans IA en reprenant explicitement l'image des mathématiques sans calculatrice, par crainte que l'incitation même à apprendre ne s'efface pour les générations qu'elle appelle IA natives. L'image est séduisante parce qu'elle rassure. Elle laisse penser qu'il suffit de fixer une règle simple, comme on l'a fait pour le calcul mental, pour régler une question bien plus large. Mais elle cache une différence de nature. Une calculatrice se pose sur la table, on la voit, on la range, l'enseignant sait à l'instant où l'outil est présent ou absent. Rien de comparable avec une IA générative. Elle a déjà été consultée avant le cours, sur un téléphone, la veille au soir, pour préparer une rédaction que l'élève recopiera ensuite à la main en classe, sans que rien ne trahisse la source. Sanctuariser un temps sans la machine suppose qu'on puisse vérifier son absence, et c'est précisément ce que personne ne sait faire avec fiabilité aujourd'hui. Une enquête de l'Inspection générale menée en France en 2025 est sans appel sur ce point. Les enseignants ne détectent correctement un texte produit par une machine qu'une fois sur 2, alors que 4 sur 5 d'entre eux se disent capables de le repérer. 11% des travaux analysés contenaient au moins 20% de contenu produit par une machine, 3% en contenaient plus de 80%, et la plupart sont passés sans être signalés. Un sanctuaire qu'on ne sait pas garder n'en est plus vraiment un. Ce n'est pas une case à cocher dans un rapport qui rendra les cours sans machine étanches, c'est un travail de fond sur ce qu'on évalue. Demander une preuve orale ou un brouillon qu'on peut interroger en direct plutôt qu'une copie qu'on ne peut plus attribuer avec certitude à la main qui l'a signée.
Cette solution a elle-même un coût qu'il faut regarder en face. Interroger chaque élève à l'oral ou reprendre chaque brouillon en tête-à-tête prend un temps que des classes de 30 élèves et des enseignants déjà débordés n'ont pas nécessairement. Changer l'évaluation pour la rendre résistante à la machine ne coûte rien sur le papier, mais cela coûte des heures bien réelles à des professeurs dont l'emploi du temps n'a pas été pensé pour ça. Le sanctuaire pédagogique n'a donc pas seulement un problème de détection, il a aussi un problème de moyens, celui du temps qu'il faudrait dégager pour des équipes déjà en tension, une question que 26 recommandations ne suffisent pas à résoudre si elles ne s'accompagnent d'aucun moyen nouveau. Chapitre 5. La grille pour calibrer sans se tromper. Ce rapport ne devient rien tant que personne ne le reprend. Mais la question qu'il pose, elle, ne disparaîtra pas avec lui. Pour un enseignant, un parent ou un décideur qui lira ce rapport après cet épisode, quelques repères permettent de le juger sans se laisser impressionner par le seul mot IA. La mesure sur l'âge répare-t-elle un vide déjà comblé par l'usage réel des enfants ou invente-t-elle un problème nouveau en avançant un cadre trop tôt ? Question voisine, plus financière celle-là, la contribution obligatoire s'appuie-t-elle sur une assiette et un taux aussi précis que ceux que la copie privée a fini par trouver ou reste-t-elle un vœu sans mécanisme de calcul comme tant de rapports avant elle ? Ni l'un ni l'autre n'a de réponse ferme aujourd'hui et c'est précisément pour cela qu'il faut les poser maintenant avant que le texte ne devienne une loi votée dans l'urgence sur la base d'un rapport que personne n'aura relu depuis sa remise. Reste un dernier repère, celui que le rapport laisse le moins résolu. Un sanctuaire pédagogique n'a de valeur que si l'on peut constater qu'il a été respecté, et tant que la détection reste correcte une fois sur deux, la sanctuarisation reste une intention, pas un dispositif. Ces trois repères ne disent pas si le rapport Calvez est un bon texte ou un mauvais texte. Ils disent seulement qu'un lecteur exigeant peut le juger sans se contenter du seul fait qu'il parle d'intelligence artificielle, ce qui suffit trop souvent à faire passer une intention pour une politique aboutie. L'enfant qui recevra ce cadre ne lira jamais le rapport. Il connaîtra seulement la règle qui en sortira ou l'absence de règle si le texte finit oublié dans un tiroir de l'Assemblée, comme tant d'autres avant lui. C'est peut-être la meilleure façon de mesurer si ce rapport aura compté, non pas au nombre de ses recommandations votées, mais à une question plus simple. Dans 5 ans, un collégien de 6e saura-t-il répondre avec précision à quand ai-je le droit de m'en servir et pourquoi ? Il y a 41 ans, presque jour pour jour, la France a choisi de taxer un support de reproduction plutôt que d'interdire un usage qu'elle ne pouvait pas empêcher. Elle recommence aujourd'hui le même geste face à un outil qui ne copie plus, mais qui génère. La vraie question n'est donc pas de savoir si la France doit agir, elle a toujours su agir vite sur ce terrain, elle est de savoir si elle sait encore, 41 ans plus tard, calibrer une réponse à une technologie qu'elle ne comprend pas complètement, avant même de l'avoir laissée entrer en classe. Vous écoutiez IA à l'école, le rapport Calvez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.